Yosh les amis, alors aujourd'hui on va parler de liberté d'installation et de loi. Alors justement, de quelle loi? Du projet de loi de finances de la sécurité sociale 2017, ou PLFSS pour les intimes, ou si on a envie de faire le mec qui se la joue, comment que je me la joue? Mais non, pas du tout, hein. Alors là, vous êtes devant votre PC et vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi la PLFSS? Non, pas la PLS, ça vous connaissez déjà peut-être. En tout cas, c'est assez compliqué, j'avoue que j'ai fait des recherches dessus, je ne comprends pas tout non plus, mais c'est vrai qu'en France, quand on veut faire compliqué, on s'attache les pieds et on saute pieds joints dans la mare et on essaie de couler. En gros, depuis février 1996, et ouais, ça date, j'étais à peu peine né à cette époque-là, tous les ans, les députés y votent une loi vers octobre-novembre qui fixe un objectif national de dépenses de l'assurance maladie avec une prévision de recettes et une prévision de ce que l'on veut dépenser. Un objectif à ne pas dépasser et par la même occasion, on explique un peu comment on compte y arriver, par quels moyens, quelles mesures, comment ça va se passer, de quelle manière, etc. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que les choses se compliquent maintenant. En fait, le projet de loi de 2017 a été déposé le 5 octobre. Il sera discuté au Parlement du 25 octobre au 2 novembre. Donc en faisant comme si vous avez appris dans votre cours d'éducation civique, pour moi ça date, non, me dites pas que je suis vieux, mais en gros, la navette entre l'Assemblée et le Sénat. Alors là maintenant, on va voir les petits malins là, ils vont me dire, mais entre le 5 et le 25 octobre, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien justement, il faut savoir qu'il y a des commissions où les députés vont modifier le texte en l'amendant, c'est-à-dire retirer des articles, en ajouter d'autres, modifier, puis on vote pour accepter ou rejeter ces amendements. Et là justement on va parler d'un amendement qui date du 19 octobre, vous voyez c'est tout récent, c'est tout frais, c'est comme le lait qui vient d'être trait, et comme on dit, il faut battre la crème tant qu'elle est encore chaude, pour ne pas avoir la chantilly qui te monte au nez. Ok, t'as rien pigé, c'est normal, à partir de maintenant, promis, j'essaie de ne plus te perdre. Qu'est-ce qu'il dit de ce dernier amendement? Ah, suspense, Eh bien, pour faire court, en gros, il dit que un jeune médecin peut s'installer où il veut, mais que s'il va à un endroit où l'ARS a décidé que c'était une zone trop dotée en médecins, en fait, les ARS, c'est les agences régionales de santé, et bien, en gros, les patients de ce médecin ne seront pas remboursés par la Sécu. C'est ce qu'on appelle, en fait, le conventionnement sélectif en zone surdense. Vous avez vu comme je parle bien? Et que je fais une tête drôle là, j'ai envie de dire que non, en fait, c'est pas drôle du tout. Alors, j'explique le truc. En gros, on a 3 secteurs en France. Premier secteur, les médecins ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires, les patients sont entièrement remboursés, et en plus maintenant ils sont entièrement payants. Deuxième secteur, les médecins font des dépassements d'honoraires, le patient il paiera ses dépassements d'honoraires et sera remboursé par le reste. Troisième secteur, la sécurité sociale ne rembourse rien, ou peanuts quoi, genre quelques centimes, que dalle. Que dalle. Et donc, c'est aux patients de prendre à charge l'intégralité de la consultation. Ce secteur, il est dit hors convention. La convention, qu'est-ce que c'est? C'est la grande réunion entre l'assurance maladie et les syndicats libéraux qui vont fixer un tas de trucs dont les tarifs. Et ces médecins hors convention, ils n'auront pas de patients remboursés. Pourquoi cet amendement? Parce que les choses vont mal, très mal. En effet, les derniers chiffres publiés qui datent de juin 2016 par l'ordre des médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont particulièrement alarmants. Justement, je sais pas si vous voyez là, mais ça clignote de partout, il y a des alarmes qui sonnent de partout, je suis paniqué. Vous entendez ou pas? Non, peut-être pas, ok, c'est normal. Alors, pourquoi je disais qu'ils étaient particulièrement alarmants? En 2007, on avait 97 000 généralistes, et là, début 2016, il n'en avait plus que 89 000, soit 8 000 de moins, c'est énorme. Et en plus, ça ne va pas s'arranger, parce que selon les projections, dans 10 ans, un médecin sur 4 généralistes sera parti à la retraite, et donc les zones rurales sont très touchées, en souffrance. Mais il faut savoir que la désertification médicale touche aussi les zones périurbaines, ainsi que le cœur de certaines grandes villes. Alors maintenant, on a 2 options, soit on incite les médecins à aller dans ces zones-là, soit on les force. En menaçant par exemple que les patients ne soient plus remboursés comme dans cet amendement. Et là justement notre chère rapporteuse de l'amendement Annie Le Houerou a beau dire qu'il y aurait toujours une liberté d'installation, on va pas se mentir, il y en a pas dans cet amendement qui est absolument coercitif. On va passer aux arguments, parce que je sais que vous adorez les arguments, vous vous frottez les mains. A priori, ça semble très facile de taper sur les grands méchants médecins qui veulent juste se faire du fric sur le dos des pauvres patients, des pauvres gens. Ah, le fameux serment d'Hippocrate, ça vous dit quelque chose? Ils se soucient pas des patients, et puis les 10 ans d'études, elles sont payées par la société, alors il faut bien qu'ils remboursent, et puis ils fuient tout le temps les campagnes, alors c'est normal qu'au bout d'un moment, ils l'ont bien cherché, Et on voit régulièrement des commentaires de ce genre, c'est la caricature de la caricature de la caricature. Ouais, sombre portrait.
Sauf que voilà, bah c'est pas aussi simple, hein. De toute façon rien n'est jamais tout blanc, tout noir. Bah, les Français en fait ils exigent de leurs médecins un sacrifice personnel et des conditions de travail que très peu d'entre eux, une protection sociale aussi, seraient capables d'accepter pour eux-mêmes. Comme dit le proverbe, bah ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Alors pourquoi? Eh bien qui a envie de s'installer dans une zone sans service, en désert médical, la campagne, clairement par définition, bah y a pas de gare forcément pour voyager, il y a pas de commerce, il y a pas de loisirs pour sortir s'amuser, boire un verre, voir un film, le réseau internet et mobile est de mauvaise qualité, ou en tout cas on peut pas avoir accès à tous les opérateurs, il y a pas de poste, il y a pas de transport en commun, il y a pas d'école pour élever tes enfants. Tu m'étonnes que les jeunes médecins ils aient pas forcément envie d'aller là-bas. Ne faudrait-il pas d'abord équiper ces zones avant d'y envoyer de gré ou de force les médecins n'ayant pas envie de s'y installer? En fait, on demande un peu aux médecins de pallier le désengagement de l'État dans ces régions. Alors que voilà, quand on se lance en début de carrière, c'est le plonger dans le grand bain. On essaie d'éviter la noyade, sauf que cet amendement, bah, il te plonge la tête sous l'eau. Faut savoir que, après de longues années d'études, les futurs médecins travaillent à une faible rémunération à l'hôpital. D'abord 3 ans de la 4e à la 6e année en tant qu'externe, payé environ 200 € par mois. Ils travaillent à mi-temps, hein. Puis ensuite on devient interne et on travaille pendant 3 ans, parfois 5 ans, à 60 heures par semaine, et on est payé au SMIC horaire. Eh bien, ça fait 120 000 € en moyenne d'économiser pour la collectivité. Évidemment, pas besoin d'embaucher de secrétaires, de brancardiers ou de médecins. Une bonne partie des études en France aussi, faut savoir qu'elles sont payées par la société. Est-ce qu'on demande pour autant de les rembourser? Bah non, pas forcément. Alors, deuxième argument, on va te dire, mais quel égoïsme! Le médecin ne devrait-il pas soigner tout le monde et surtout partout? C'est vrai qu'autrefois, on avait un médecin dans chaque village disponible à n'importe quelle heure. Parce que voilà, on peut le regretter ou pas, la société évolue, mais c'est plus qu'à de nos jours. Est-ce qu'on doit pour autant blâmer les médecins d'avoir envie de se construire une vie? C'est-à-dire d'être d'abord humain avant d'être médecin? Faut-il sacrifier sa vie pour sauver celle des autres? Est-ce qu'on peut aussi d'ailleurs bien exercer un métier alors qu'on l'exerce sous la contrainte d'un endroit qu'on n'a pas choisi? En plus, il faut savoir qu'un médecin généraliste travaille dans les 50 heures par semaine en moyenne, sans compter les gardes pour la permanence des soins, sans compter toute la paperasse qui a d'ailleurs été accrue par la dernière loi santé. C'est déjà pas mal. Il ne s'agit pas forcément d'une question d'argent, puisqu'un médecin travaillant en zone sous-médicalisée aura du travail forcément. Non, ce serait plus une question de conditions de vie, de vocation. Il faut aussi faire remarquer que les déserts médicaux ne sont pas forcément à la campagne, mais aussi en ville. Le problème, c'est que cette mesure, elle ne marchera pas. En tout cas, pas comme ils l'espèrent, pas comme ils l'entendent. Il faut savoir que les mesures coercitives à l'installation des médecins n'ont jamais fonctionné, se sont révélées inefficaces dans tous les autres pays qui en ont expérimenté. Et ça, c'est pas moi qui le dis, le petit étudiant en médecine de 3e année, non, c'est l'ordre des médecins. Il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui ont des doutes, qui se posent des questions ou qui arrêtent leurs études. Moi, dans mon entourage, j'ai pu parler avec des étudiants qui avaient des doutes à continuer pour un tas de raisons, mais en tout cas, ça va pas aider, hein. Et puis même quand on voit la vidéo par exemple de Laura Advice où elle dit qu'elle arrête médecine en 4e année, eh ben ça fait réfléchir, parce que là-dedans elle y parle du train de vie des externes, elle explique son choix en fait, et eh bien on voit qu'on n'a pas forcément le temps de s'épanouir à autre chose, etc. Enfin bref, il y a beaucoup d'étudiants qui arrêtent leurs études de médecine, et Laura en est un des exemples. Autre problème, c'est que on va perdre des médecins dans les années à venir. Les jeunes médecins, en tout cas, ne sont pas assez nombreux pour remplacer les anciens médecins qui partent à la retraite. Et c'est là tout le problème, en fait. Toute l'arnaque du truc. C'est-à-dire que, de base, il n'y a pas assez de gens pour remplacer ceux qui partent. Donc, d'où est-ce qu'on a besoin de prendre ces gens-là pour les répartir, sachant qu'ils seront déjà pas suffisants? En fait, il faut bien se rendre compte que les zones surmédicalisées, il y en a très très peu. C'est un phénomène plutôt marginal. La couverture médicale est insuffisante. Et en plus, la population va vieillir, et en plus de ça, elle augmente. C'est-à-dire que on avait en 2007 62 millions d'habitants pour 16,5% de 65 ans et plus. Et bien en 2030, on sera 68,5 millions d'habitants avec 23,5% de plus de 65 ans. Donc ça fait une augmentation de 5,8 millions sur une augmentation totale de population de 6,5 millions. Donc c'est juste énorme. Eh bien on le sait depuis longtemps, on devrait l'anticiper. On a des prévisions en fait qui montrent depuis des années tous ces problèmes. Rien n'a été fait, ou pas, en tout cas pas assez, et on se retrouve avec ces problèmes sur les bras. Tout ceci dit, on comprend maintenant que c'est pas un problème uniquement médical, mais aussi social, général, humain. En fait, la désertification médicale, c'est évident, hein. Elle appelle des réponses multiples, on peut pas tout faire reposer sur les épaules des médecins. Et puis, en plus, cet amendement donne du pouvoir aux ARS. Est-ce que vous vous souvenez de la loi santé, vous avez écouté peut-être les débats, beaucoup de médecins expliquaient, en tout cas radio, télé, que les ARS allaient devenir tout puissantes, puisque elles allaient par exemple pouvoir décider de couper le robinet aux médecins généralistes. Et en fait, les médecins sont inféodés du coup à cette organisation de l'ARS, et ne peuvent plus être libres et prescrire par exemple ce
ce qu'ils estiment être le mieux pour leurs patients. Et bien là c'est la même chose, c'est l'ARS qui dit bon bah moi je veux des médecins là, j'en veux pas là, je veux qu'ils viennent là, ici. Donc là les médecins sont clairement inféodés à une organisation. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr. Les patients vont clairement pâtir de ça, comme je l'expliquais, ils ne sont plus remboursés, donc ils devront sortir de leur poche la consultation. Donc on va pousser les médecins à s'hyper spécialiser pour exercer une médecine alternative, vu qu'il faut bien se démarquer, trouver un élément de type marketing afin d'exister hors convention. Et clairement, bah en tant que futur médecin, ce n'est pas cette vision que j'ai de la médecine. Moi je ne veux pas de cette médecine là. On remet aussi sérieusement en cause le système de solidarité nationale au profit d'un système assurantiel individuel. Pourquoi? Parce que ça va être les mutuelles qui vont rembourser en partie ce que la sécu ne remboursera pas, ainsi qu'éventuellement peut-être des assurances privées. Et le plus grave, je garde le plus grave à la fin, c'est qu'on apprend ça à la dernière minute sans aucune concertation et mis devant le fait accompli. Enfin, j'ai envie de dire même le méfait. Ce manque de consultation préalable témoigne juste en fait d'un déni total de démocratie. C'est clair et net. On peut être absolument excédé que les associations étudiantes des médecins ou les syndicats ou le conseil de l'ordre n'aient pas été ne serait-ce que consultés ou prévenus, et l'adoption définitive de cet amendement, bah ce serait tout simplement un passage en force incroyable. Bon, en tout cas, mon opinion quant à moi, elle est faite. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire la vôtre. Et c'est pour ça que moi, je vais mettre en description tous les liens des articles, ce que j'ai utilisé pour préparer cette vidéo, que j'attends bien sûr vos avis et vos commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à la partager, parce que c'est important d'être au courant, surtout si ça vous concerne plus tard. Mais j'ai envie de dire, même pour les patients de maintenant, c'est important de bien comprendre les tenants et les aboutissants, et pas juste d'entendre les discours démagogiques et les propositions électoralistes comme on peut l'avoir ici. Bah, quant à nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos où j'essaierai de vous aider à devenir de futurs doc juniors, justement, c'est quand même un métier merveilleux, la médecine. Donc on se dit à bientôt, et moi, salut à tous.